Et vous vous dites que vous n'êtes plus dans les mariages. Et les Demba là, qu'est-ce qu'il a à dire là-dedans? Mais c'est ce qui arrive au Mali. Nous ne sommes plus là-dedans. Pourquoi quelqu'un d'autre qui est un simple médiateur vient dire qu'il faut que lui fasse des accords? Mais nous ne sommes plus des enfants. Les directions des pays là qu'on appelle, on les caresse dans le sens du poil, on les met dans des chambres, on les fait filmer, ils font du n'importe quoi. Après ils reviennent, ils se cravatent dans leur pays, on garde à la prochaine session pour les bagabaga et les faire ce qu'on veut là. Ça c'est terminé. Parce qu'ici on a vu un ministre de la Défense qu'on a fait démissionner pour le simple fait de dire qu'un tel pays ne doit pas être dans leur pays. La semaine suivante, on l'a monté dans tous les sens dans sa vie privée et on l'a obligé à démissionner. Chez nous, on dit on va signer l'accord, il faut les femmes, les jeunes, les vieux. Mais c'est un accord technique. Qu'est-ce que cette affaire de femmes et de jeunes et de vieux vont faire là-bas? Mais c'est pour nous embourber. Les gens vont, tu changes de turban, on te donne l'argent, on vous ouvre les hôtels, les chambres, il y a à boire, à manger, ce que tu veux, vous passez votre temps, vous revenez à Bamako, on dit ils ont signé. Mais les techniciens, ils morfondent. Moi, j'ai eu à poser la question au ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, mais toi là, il y a des Maliens qui disent que c'est toi-même qui as signé l'accord. Pourquoi tu défends le contraire? Vous savez, les diplomates, c'est des gens très souples. Il m'a dit, tu sais, moi j'ai des chefs qui ne me laissent pas en plein vol aujourd'hui. Quand je pose des actes, ni Assimi Goïta, ni les premiers ne me laissent pas en plein vol. Donc j'agis avec assurance. Quand je suis dans un pays où dès que je mets des réserves, on téléphone à Bamako, on met ce qu'on veut, qu'est-ce que je vais faire? On a vu un énergumène ici qui s'est mis à enseigner l'Azawad sur le territoire malien. Mais quand les Maliens sont soulevés pour le renvoyer, quand le ministre des Affaires étrangères l'a déclaré personne non grata, est-ce que vous savez qu'on a téléphoné d'ailleurs pour menacer les autorités? Et puis l'on dit non, c'est un ministère discipliné en Kontala. Ça, c'est ce qu'on appelait en plein vol. On l'a laissé, on ne lui a même pas donné de parachute. Et maintenant, on travaille en équipe. Les décisions stratégiques, le président ne les prend pas seul pour qu'on se mette à gesticuler après pour défendre. On s'explique pour avoir le bien fondé. Cet accord-là, on a décidé d'en sortir. Que personne ne l'utilise dans les réunions internationales pour encercler le Mali. Celui qui veut venir négocier, il vient chez nous, on parle. On ne va plus traiter les problèmes du Mali par procuration. Et le Mali ne sera l'état vassal de personne. Que tout le monde se l'entende pour dire. On ne va pas quitter Ibrahim pour aller chez Ibrahim. On va être à Bamako. On va être à Kaye, à Sikasso et à Sou. Pour que vous compreniez bien le sens de cette sortie du Mali de l'accord. C'est on dit non, vous avez dénoncé, c'est des dénonciations. Ça, c'est des jeux de mots. Nous, on n'est plus là-dedans. Nantala, l'autre a dit qu'il était déjà sorti en commençant à tuer nos populations. Et dit, mais le médiateur, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Et M. Balma Kuntikou, comment dire, les mariés et la femme disent qu'ils ne sont plus dans le mariage. Eh bien, bon, on devait mal là ça pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Nous n'avons rien cassé. Nous avons décidé que le peuple malien s'assume. Nous avons décidé que tous les pays comprennent que personne ne doit compter sur la vassalisation du Mali. Moi, j'ai reçu personnellement ici le ministre algérien des Affaires étrangères. Quand on a laissé un certain pays en plein vol. Son président l'a envoyé par avion spécial, venu dans mon bureau me remercier, féliciter le Mali. Nous avons eu les larmes aux yeux quand nous nous sommes rappelés du combat que le Mali a fait pour la souveraineté et l'indépendance de l'Algérie, qui est inscrit dans les livres d'histoire. Ce jour-là, on a même la phrase célèbre que l'homme est né en Afrique. Son berceau, c'est l'Afrique. Mais le colonialisme, son tombeau sera en Afrique. Mais on se dit tout ça. Et puis des pays vont se mettre à nous donner des leçons. On traficote tout, on se rend compte, il y avait un réseau, tous ces pays qui disent amis, chacun fait son propre agenda. Mais l'aménagement, pourquoi un pays va se plaindre que nous on a dit à l'aménagement de partir sans l'informer, sans voir son aval? La transition, quand on a fixé les délais, pendant qu'on était en discussion avec nos pays de la CEDEAO, il y a un qui se lève, il va y dire la transition c'est 16 mois. Il n'a pas parlé avec nous. Il n'a parlé avec personne. Mais ça, c'est quoi ça?
Ça, c'est terminé. Dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, nous avions décidé à un moment donné de l'histoire, c'est bon que je vous le dise, vraiment, tous ceux qui veulent éteindre le feu, qu'ils soient ensemble. Mais aujourd'hui, conformément à ce que vous dites là, nous devons avoir la modestie, l'intelligence et la lecture historique des événements pour se dire que la victoire militaire, ce n'est qu'une partie. C'est la paix qu'il faut gagner. Il faut faire en sorte que personne ne vienne ici dire qu'il n'y a rien dans sa région. Parce qu'il y a des faux types qui sont à Bamako. J'ai renvoyé ce que j'ai trouvé dans mon cabinet. Des gens qui ont fait 15-20 ans dans des projets chargés du Nord. J'ai dit de me faire l'audit. Ils n'ont pas pu me montrer un forage. J'ai dit il faut le sortir. Allez-y, amenez-le ailleurs. Parce que c'est comme ça qu'on vivait. Il vous suffit d'être effronté, d'avoir des réseaux, de crier, de menacer. On te laisse. Si des gens vertueux veulent te toucher, tu fais des bruits, tu mens sur eux, je l'ai amené de l'argent, je l'ai corrompu. Parce que quand on veut tuer un responsable politique, l'arme atomique, c'est la corruption. Il sort, il amène son... Il dit, tu sais, moi je suis rentré dans son bureau, il m'a demandé des milliards, je n'en ai pas. Il sait que la semaine prochaine, il risque d'avoir des problèmes. Alors qu'il sait que c'est lui qui a voulu aller corrompre. Et il sait ce qui lui attend. C'est plein comme ça. Des gens qui prennent les voitures de l'État. Ils prennent l'argent de l'État. Ils vont dans les réunions des mouvements séparatistes. Ils financent les réunions. Ils financent les résolutions. Ils les multiplient avec l'argent de l'État. Ils sont dans les postes au niveau de l'État. Tous ces gens-là, nous les avons identifiés. On va les déshabiller un à un et les mettre au service de la justice quand c'est nécessaire. Pour le reste, je crois que la justice malienne fait beaucoup de discernement. À un moment donné, beaucoup se sont acharnés sur Moussa Mara. Moussa Mara va aller en prison. Mais Moussa Mara, ce n'est pas n'importe qui. On dit dans sa gestion en commune, quand il est impliqué dans du faux, il faut l'arrêter, pourvu qu'on le voit en prison. Parce que certains, c'est ce qu'ils cherchent. J'ai constaté que la justice malienne a fait du discernement. Ils l'ont inculpé. Ils l'ont laissé sous contrôle judiciaire. Il mène ses activités. Le jour si quelqu'un a des preuves, il va les montrer. Mais une personnalité comme ça, la justice malienne a décidé de ne pas de sortir du débat politique. Parce qu'il est utile à la santé de la démocratie. Mais si c'est avant, il suffit qu'on dise que Moussa Mara est impliqué dans les malversations foncières, mais on le met en prison. Maintenant, il y en a qui ont fait de ça leur profession au Mali. Vous savez, depuis un certain temps, il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils dorment jusqu'à midi. Ils se lèvent, ils prennent leur petit déjeuner. Ils appellent leur garde-corps, ils rentrent dans un 4x4. Il va sur une radio. Il se met à dénigrer des responsables qui savent qu'ils ne sont pas propres. Il l'appelle, on lui donne de l'argent. Il y a une catégorie de gens qui vivent de ça au Mali. Nous les avons identifiés, on va les neutraliser. La justice dit, va les neutraliser. Chacun doit vivre du fruit de son travail. Vous imaginez des gens qui vont chez des ministres, qui sont eux-mêmes malhonnêtes, qui vont dévoiler leurs secrets, leurs plans diaboliques de neutralisation de certaines personnalités, mais qu'il faut discréditer dans les médias. Ils donnent de l'argent à quelqu'un. On les enregistre. Quand on les touche, tout le monde se lève, c'est la liberté de presse. En réalité, c'est un criminel qui porte atteinte à l'honneur des gens. Vous avez votre femme, vos enfants. On va raconter des histoires sur vous. Moi, dans mon lit, une fois, madame me dit, mais pourquoi toi, tu ne portes pas plainte? Vous avez le cœur trop dur, les politiciens, là. J'ai dit, mais tu sais, je ne porterai jamais plainte contre un homme politique et un journaliste. Mais si je porte plainte contre... La prochaine fois, il va dire qu'avec une bande organisée, on a été violé sa femme. La semaine d'après, ils vont dire qu'on nous a pris dans un lieu de cambriolage. Je vais passer mon temps dans les tribunaux. Il fait un débat politique. Laissez-le. Mais après, on a multiplié, on a donné à des radios. Pendant 2 mois, on était sur mon dos. Les voleurs, les tueurs. Mais au bout de 3 mois, ça s'est éteint, parce que c'était fou. J'ai même vu un ministre qui a pris des vidéos de sa fonction, usurpation de fonction.
Un dossier qu'il a retiré à la justice malienne pour s'en approprier. Prendre des arguments là-dedans pour faire son combat politique. Mais ça, ce n'est pas la liberté de presse. Ces genres de gens, ils sont très bruyants au Mali. D'autres sont dans des complots pour déstabiliser le régime. Ils prennent l'avion, ils vont dans un pays, ils changent là-bas, ils font 3 mois de tour, ils reviennent. Ils ne savent pas qu'on les suit. Ils vont prendre les éléments de langage dans un pays. Ils viennent, ils font les cellules dormantes, ils font 2-3 semaines, ils ne disent rien. La 4e semaine, ils prennent, ah oui, telle chose et telle chose. Petit à petit, on multiplie dans les radios, on publie bien des gens, ils viennent de l'extérieur, on réunit des hommes de certains, moi je connais. On dit le plan maintenant, le prémisse là, il faut que le président n'ait qu'à balayer. Ou qu'à faire qu'à bonyoana. Chacun prend ses sous, il travaille pendant une semaine, ils viennent se retrouver. Est-ce que le bilan va, est-ce que Oumamekou qu'elle est là? Même s'il faut mentir. Un jour, j'ai vu qu'on a dit que je me suis bagarré avec le ministre de la Défense et que c'est Ibrahim Kassa qui est venu nous séparer. Quand je suis venu, les femmes qui étaient là-bas, mais est-ce qu'elles les ont vues? J'ai dit, mais non. Il dit, mais ça, ce n'est jamais arrivé dans notre gouvernement. Il dit, le ministre de la Défense, c'est l'un des plus courtois et les plus respectueux des droits d'aînesse. Mais beaucoup de Maliens ont cru. Mais ceux qui ont organisé ça, nous, on les connaît. Ceux qui ont pris l'argent, qu'est-ce qu'il fallait faire passer? L'objectif, c'était le prémisse, là, il faut les déstabiliser. Président Mabla, CNT Mabla, Ayani Kelen Donyo Wanadron. Mais on est allé jusqu'ici à venir dire que le M5 a pris de l'argent, 20 millions pour la campagne référendaire. Ils n'ont rien eu. J'ai appelé celui qui a été accusé. Je lui ai dit, il faut laver ton honneur. Tu es président par intérim. Si tu sais que tu as pris, va l'avouer. Il dit qu'il n'a pas pris. J'ai dit, allez-y en justice. Mais quand le monsieur a été convoqué, qu'il voyait les portes du lycée technique de Bamako-Koura s'ouvrir pour lui, pour ne pas avoir des oranges et des bananes là-bas, il a fini par dire la vérité, c'est qu'on m'a dit de dire. Sinon, je n'ai pas vu à la Kama. Je leur ai dit, vous savez, nous, notre objectif, ce n'était pas de mettre un homme politique en prison, c'est d'éduquer les gens. Ce monsieur-là, il ne faut pas porter plainte contre lui. Gardez tous les documents de l'huissier, sa reconnaissance de sa faute, et ça suffit. Il faut avoir l'esprit de grandeur. Si vous le mettez en prison, l'opinion ne verra que l'adversité politique. Et puis, il travaille dans une institution, on va dire au chef de cette institution que c'est le président du M5 RFP, Premier ministre qui a organisé ça. Il va se sentir vexé, il n'a pas la même lecture que nous. Dès lors qu'il a fait le lavé, vous faites une conférence de presse, vous dites ce que c'est et vous tournez la page. Mais ça s'est passé au Mali. Bon, des gens comme ça, quand on les poursuit, ils vont dire que c'est contre la liberté. Ou bien des gens qui veulent déstabiliser le régime. Vous avez des films, vous avez des enregistrements contre des gens qui se sont réunis en bande organisée, ciblés et responsables pour le faire tomber. 2 fois, 3 fois. On leur dit d'arrêter, ils ne veulent pas. J'ai appelé un ambassadeur, j'ai dit, ce que vous êtes en train de faire ne fait pas partie de vos activités légales, il faut arrêter. Il réunit des Peuls, il réunit des Dogo, des Touaregs, il réunit il dit, bon écoutez, dès que vous allez apprendre que les Russes sont au Mali, levez-vous, on va vous donner l'argent, faites des pancartes. Parce que dans la doctrine russe, toute personne qui détient les armes sans l'autorisation de l'État, c'est un terroriste. Donc, pour qu'on ne confonde pas votre communauté, il faut vous préparer. J'appelle l'ambassadeur. Je l'ai mis en garde. Il a essayé de nier. J'ai dit que nous, on ne parle pas au hasard. Il a continué. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères de l'appeler et de lui dire d'arrêter. Il n'a pas voulu. Vous connaissez la suite? On va dire que l'armée a tué des Mauritaniens à la frontière, qu'on les a enterrés. Les autres ont fui dans les bourses. Et ceux-ci sont revenus pour ouvrir les fosses communes, pour compter les morts. Et parmi les morts, ils trouvent 2 qui sont Mauritaniens. Et on paye de l'argent à quelqu'un à Bamako. On l'appelle de je ne sais où. Il confirme. Et le lendemain, c'est dans la radio. Voici ce que l'armée malienne. La personne à qui on a donné l'argent, on le sait. Des gens comme ça, quand on les prend, on va dire qu'on a touché à leur liberté. Mais les gens,
Et si vous imaginez une population qui fuit dans la brousse, qui revient, qui ouvre des fosses communes, qui trouve des morts, qui compte et trouve parmi ces morts-là des citoyens d'un pays. Et le lendemain, tu entends les citoyens, un ministre de ce pays dire que le Mali exagère. Nous, on va couper nos relations avec le Mali. Et c'est ça l'objectif qu'il veut rechercher. Sauf que nous, on a gardé notre sang-froid. Partout où les gens faisaient des voyous, il faut boucher la porte. Les citoyens honnêtes, là, ils n'auront rien, en tout cas que je sache. Le président nous le dit, je ne sais pas s'il y a des choses qui se font dans le dos du gouvernement. Mais le président même a l'habitude de nous dire, la justice et l'équité dans le pays. Tant qu'il n'y a pas d'équité et de justice dans notre pays, même si on prend tout le pays avec les armes, il n'y aura jamais la paix. Il faut qu'il y ait la justice, l'équité et aussi que les gens comprennent pourquoi ils sont là. Vous imaginez un espace ici, là où il y a Ogobanya l'autre jour. L'État l'a remblayé à 2 milliards pour en faire la place de l'obélisque. Vous avez des membres de l'oligarchie qui décident de le vendre à un étranger à 300 millions. Et ces messieurs, vous les voyez dans les médias, lui aussi il veut être président. Et tu touches à ton cheveu, on va vous dire que... Mais on a tout son dossier. Là-bas, là, ça ne coûte pas 6 à 10 milliards. L'État l'a remblayé à 2 milliards, classé d'utilité publique sous ATT. On vient par une simple lettre, on affecte à un individu, à 300 millions. Mais quand vous avez des choses comme ça, vous êtes obligé de travailler d'une certaine manière où ceux qui ne sont pas avec vous ne comprennent pas. Mais Tognoli, moi je dis toujours à mes camarades, Tognoli Mani, tous les pouvoirs qui ont chuté ici, c'est parce qu'ils sont arrivés à un moment où les gens ont abusé. Donc si on veut que le pouvoir de la transition la dure, restons collés aux intérêts du peuple, Angana Machiton, protégeons les pauvres. J'ai des lettres ici des paysans qui ont menacé de se suicider parce qu'on leur a tout retiré pour aller en conseil des ministres, prendre un décret, changer la vocation de leurs terres pour les donner aux plus riches. Il dit qu'ils vont se suicider si on ne répare pas. Mais Assimi Goïta paie à l'âme de ceux qui se sont suicidés déjà, parce que je crois qu'il y en a qui sont morts. Ceux qui sont vivants, on a décidé de réparer, de les mettre dans leurs droits. On ne peut pas continuer. En réalité, ce qui se passe chez nous, monsieur le Premier ministre, moi je vous parle honnêtement parce que votre franchise fait que je ne peux pas jouer avec vous. Je préfère vous dire ce que je pense, parce que je crois qu'aller exposer ses idées à ce niveau, c'est la preuve d'un homme d'État qui est prêt à tout assumer. Ce que nous faisons, c'est à la suite d'une analyse objective, que des hommes et des femmes se sont organisés, de collision avec des forces étrangères, dont certains se disent des amis, pour vassaliser le Mali et faire disparaître notre pays à terme. Et nous avons décidé que la minorité qui croyait à ça au début, parce que les causes justes ne sont jamais défendues par la majorité au début. Ceux qui croyaient à ça, avec l'armée en tête, il faut qu'on remette en cause. Mais quand c'est remis en cause, si on veut de l'avant, loin, on va ensemble. Si on veut jouer au victorieux, mettre tout le monde les balancer, ça va reprendre dans quelques temps. Si quelqu'un a un tort, que lui-même revienne, on corrige les torts. En ce moment, tout le monde est à l'aise. C'est pour cela qu'il y a ces problèmes-là sous la transition. C'est important que je vous l'explique. Les questions d'énergie, vous en avez parlé. Effectivement, c'est l'un des grands soucis des Maliens aujourd'hui. L'autre jour, quand j'ai rencontré le comité stratégique du M5RFP pour la présentation des vœux, j'ai parlé, je crois que tout le monde a entendu. La gravité de ce problème que vous soulignez, aucune personne de bonne foi n'est punie. Mais ma position est la suivante. J'en parle avec le président toutes les semaines. Et le président est extrêmement sensible. Il dit qu'il ne laissera rien qui ne sera pas dit au Mali. Parce qu'il faut d'abord dire la vérité.
Bon, la justice est sur ce dossier. Je préfère ne pas trop en parler en plus. Parce qu'il y a plein de choses. Vous regardez, moi j'ai mon discours présidentiel de 2002. C'est sur YouTube. Comme vous et nous, on est grands amateurs des réseaux sociaux. Je sais sur Facebook, Moussa Mara, jusqu'en 2010, c'était le meilleur des hommes politiques, mais je le battais sur YouTube. C'est vrai, je confirme. Là-bas, donc, vous avez une vidéo où j'ai parlé de l'énergie. J'ai dit qu'on va nous arrêter à partir des années 2000. Parce qu'on faisait de la démagogie. On n'investit pas dans la production des ressources qui donnent l'énergie. On est dans la spéculation, les carburants, on vend, on multiplie, on surfacture, on fait des exos. Mais qui a fait les barrages? Les centraux thermiques? C'est à ça que le Mali était prévu, mais on n'a pas fait. Le CRES avait été créé dans les années 80 pour qu'à l'horizon 2000, tous les Maliens marchent à l'énergie solaire sur leur maison. Et que les barrages et autres servent à supporter l'industrie. Mais on n'a pas fait ça. On est resté dans les discours, on n'a pris personne. Hein. Tous ceux qui ont dit à Tété Lamba, Tété Ambassa, quand il a eu chaud là, Tété Mamachio. Le problème de l'énergie, il n'y a pas d'investissement dans la production de la capacité énergétique. On s'est mis à faire la démagogie, on a cassé les coûts de l'énergie pour satisfaire là où il y a les groupes de pression, les élèves, les villes, les militaires. Le reste des Maliens, on les laisse. Mais au lieu de donner les 10% d'énergie baissée, il faut donner à ceux qui n'en ont pas. Mais on n'a pas peur d'eux. On a peur de ceux qui marchent, qui cassent, qui font du bruit. Les commissaires au compte viennent. Vous avez été commissaire au compte d'Eden. Vous connaissez mieux que moi. Ce n'est pas maintenant que vous avez vu, sauf si vous avez fermé les yeux. Mais si jamais vous dites tout là, les prochains contrats, là, on va dire que vous êtes un mauvais commissaire. Dans les affaires d'Eden, vous les connaissez mieux que moi. Moi, je les connais parce que dans l'opposition, j'ai pris tous les secteurs, les étudier un an. Ce n'est pas ceux qui font du bruit pour juste avoir de l'argent maintenant. Et quand on les prend, ils crient aux voleurs, alors que c'est eux-mêmes qui étaient les voleurs. Comment vous imaginez qu'un chroniqueur de radio se permet sur les radios de parler de la vie privée d'un Premier ministre, de ce qu'il fait après 19 heures? Mais qui lui a donné? Un soi-disant journaliste qui est en ville? Qui lui a donné ces informations? Ou un bureau de l'AM qui est élu avec ses coupes, ses bidons d'essence et tout, en tout cas il est élu. C'est les services de sécurité qui viennent ramasser tout le bureau, les interner pendant des jours et leur faire écrire une démission. On met le feu dans la voiture ou je ne sais quoi déjà. Les gens sous la peur, ils démissionnent. Et celui qui n'a jamais été élu, on vient l'implanter, on fait tout. Mais le Mali ne peut pas marcher comme ça. Les professeurs ont peur des élèves. Être responsable, ça devient une source de revenus, comme pouvoir d'État. Vous avez des stations, vous déterminez qui passe à l'examen, combien passe. Le professeur l'élève qui ose de faire la morale, expliquer, on dit que lui c'est un partisan de la dictature. Mais il faut qu'on mette fin à ça. Moi, j'ai dit au professeur l'autre jour, l'avenir du Mali, c'est la jeunesse, c'est la richesse. Mais un pays où c'est les coupes, les muscles qui déterminent les décrets en conseil des ministres, qui est professeur, c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour, même l'autre jour, j'ai vu sur mon conseil, j'ai dit docteur, professeur, là, il faut enlever de mon nom. Parce qu'au Mali, tous les faux docteurs qui ont passé leur temps en France sans jamais finir des études, ou des gens qui n'ont jamais enseigné, on est venu mettre professeur, docteur, pour impressionner les Africains. Tout ça, on a vu au Mali. Quand on a vu comment les Maliens ont du talent, on a vu des jeunes Maliens venus du monde entier, classés parmi les 3-4 premiers, partout. Science tenante, la décision a été prise de créer une université de la robotique et de l'intelligence artificielle. Parce que l'avenir, c'est eux. Hier, j'ai reçu un inventeur ici. J'ai dit, c'est vous l'avenir. Un pouvoir politique doit faire en sorte que vous réussissez. Mais tout le monde fait marketing, économie, gestion. Mais la richesse, là, il faut d'abord la créer avant de la distribuer. Mais les 80% des gens aujourd'hui sont dans la distribution. On gère ça parce que, et comme vous-même vous l'avez dit, n'y a 10 000 de dos, quoi.
Comme le cas des les courants sont coupés. Sinon, beaucoup de la société, c'est comme ça. C'est pourquoi on a décidé de tout refonder. C'est ce qu'on est en train de faire. Et je crois que la justice ira jusqu'au bout de son travail et que personne ne va prospérer sur le malheur des Maliens. Le président ne l'acceptera pas. Le gouvernement de transition ne l'acceptera pas. Le peuple malien ne l'acceptera pas. Le Conseil des nations de transition, je crois, ne l'acceptera pas. Je suis d'autant plus convaincu qu'ils ne l'accepteront pas que tout ce qu'on est en train de faire, c'est parce que le CNT a donné son quitus le 3 août 2021. C'est eux qui ont donné le visa pour commencer à travailler. Sinon, avant, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. C'est à votre temps seulement qu'on a su qu'un Premier ministre peut présenter la délégation de politique générale en quelques semaines. Avant, quand on est arrivé, il y a des premiers ministres qui ont fait 2 ans, ils ne sont jamais allés à l'Assemblée. D'autres ont fait 6 mois, nous on a fait 6 semaines. Et ces 6 semaines-là, si le président de la CNT n'avait pas pesé de son poids et n'avait pas une claire conscience de sa mission, il y avait beaucoup d'agitateurs dans les coulisses qui ne comprenaient rien, qui voulaient recaler. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est avec l'accompagnement, la bénédiction officielle des hautes autorités de la transition sous la direction de son président. Souvent, je rappelle aux uns aux autres, parce qu'on pense que les gens là, ça c'est dans les causeries. Mais moi, je suis conscient que s'ils avaient bloqué la déclaration de politique générale, on allait avoir des problèmes pour avancer. Donc aujourd'hui que ça marche là, il faut rappeler leur rôle. Dans ce système-là, c'est bon que les orientations et les convictions du président de la transition, les orientations et les convictions du Premier ministre, les choix déterminés et souvent difficiles du gouvernement de transition, l'accompagnement et le soutien à toute épreuve du Conseil national de transition et la détermination des militaires maliens. C'est ce qui a fait qu'on est là où on est. Des militaires maliens. Parce que je vous assure que tout a été fait pour nous séparer. Ce qui s'est passé à Gao, à Tombouctou, sur le bateau Tombouctou, c'était organisé par des forces étrangères, des services secrets de certains pays, avec certains membres de ce qu'on appelle le CSP. Ils l'ont assumé, mais nous on a les preuves aujourd'hui. Pourquoi on va tomber sur 200 personnes les tuer? Parce qu'on voulait nous paniquer. Pendant ce moment, on trouve des gens qui disent vraiment vous êtes trop belliqueux, nous cherchons la paix. Mais c'est des gens qui étaient en mission commandée. Pendant 10 ans, le Mali cherche la paix. C'est maintenant qu'il faut aller à la paix. Il ne faut pas être belliqueux. Effectivement, cette question d'énergie, je crois que fait partie des points pour une question d'honneur que la transition doit régler. Et comme vous le dites, moi j'ai reçu des hauts responsables EDEM, récemment ils ont eu le même souci que vous. Ils disent que la chaleur va arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Le président, tous les jours, a fait de la question d'énergie une affaire personnelle, exactement comme les opérations militaires sur le front. À partir de ce moment, souhaitons-lui bonne chance et demandons à la justice d'aller jusqu'au bout. On ne peut plus accepter encore certaines formes d'injustice. On ne peut plus les accepter. Ensuite, la question de l'économie. Je suis le premier dans le gouvernement. Dès que le gouvernement a été formé le 1er juillet 2023, au premier conseil de cabinet qu'il y a eu, et à la réunion avec les sincères, j'ai dit que le patriotisme, l'engagement militaire, la ferveur patriotique, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si on a la vision de l'histoire, concentrons-nous sur l'économie. C'est l'économie qui maintient une société en vie. Les discours patriotiques, nationalistes, ça tient les gens, personne n'en aura plus que Modibo Keïta. Mais à la fin, l'économie n'a pas suivi. Ne tombons pas dans les mêmes erreurs. L'armée n'a jamais été plus puissante que sous Moussa Traoré. À la fin, les problèmes économiques aidant, avec ce que vous savez, il est parti. Donc la leçon qu'on doit tirer, c'est de nous occuper de l'économie du pays. Tant que l'économie ne marche pas, ces discours-là pendant une période,
Mais le lendemain, vous avez vu, on m'a vilipendé partout. Qu'il a lâché les militaires, il a tourné le dos. Heureusement que quelques jours après, je crois que le président arrivé à Caille a donné les stockades là-bas pour montrer que les questions économiques, comme vous le dites, sont devenues plus compliquées, comme vous l'avez dit aujourd'hui. Parce qu'il y a des conseils d'administration où les dossiers du Mali sont bloqués systématiquement et nommément par des pays. La situation économique est difficile pour tout le monde. Donc, vous faites bien de dire au gouvernement, attention, attention, attention. Ne laisse pas en dernier plan les questions économiques, surtout que vous êtes un économiste et financier. Vous avez les questions d'opinion, je crois que j'en ai parlé. Le retour à l'ordre constitutionnel maintenant. Moi, je vous ai entendu plusieurs fois. La différence entre votre discours et certains, c'est qu'il y en a qui disent « allons-y aux élections ». J'ai dit « mais ces gens-là, on dirait qu'ils sont en 2021. Ils n'ont pas vu ce qui se passe actuellement. » Mais vous vous dites 2024, fin 2024, mi-2024, dites-nous quelque chose et expliquez-nous pour que ça le soutienne du peuple. Ça, c'est une approche, me paraît, positive, constructive. Il y a beaucoup de paramètres que je crois le ministre de l'administration territoriale a donné l'autre jour. Je me dis seulement, imaginez-vous un peu qu'on fasse les élections en octobre, qui n'était pas pris. Qu'est-ce qu'on allait faire? Imaginons qu'on avait bouclé de chasser ceux qui complotent contre le Mali. Comment on allait faire? Il y a d'autres problèmes. C'est pour cela que l'autre jour, le ministre de l'administration, je crois, a dit, ce que j'ai compris, peut-être je reviendrai sur ces choses-là dans mon intervention plus tard, quand je vais passer à la télé, que les élections aujourd'hui doivent être une priorité et le sont pour le gouvernement. Et que tout report aujourd'hui doit être expliqué, je crois, aux Maliens. Parce que quoi qu'on dise, on a beau expliquer aux Maliens que les élections ne sont pas primordiales. On l'a fait pendant 2 ans. L'autorité s'est imposée. Mais aujourd'hui, là, il faut lâcher du lest. Il faut expliquer aux gens quand ça va finir. Surtout que tout le monde nous attend au tournant. Les affaires du Mali nous attendent au tournant. Ils disent que c'est un gouvernement militaire et transitoire qui veut que son transit-là ne finisse jamais. Il vaut mieux qu'on aille tout droit. Si jamais on va tourner, ils vont déstabiliser le pays. Donc on a intérêt à suivre les conseils que vous et d'autres Maliens ont dit. Donnez-nous une date. Et je suis convaincu que l'administration est en train de travailler sur cette question pour soumettre aux hautes autorités, dans un délai que je pense doit être raisonnable, ce qui doit être fait. Pour le reste, la défense du pays, nous allons continuer à armer notre pays. Personne ne viendra plus jamais s'imposer à nous faire un État vassal. Personne. Deuxièmement, la lutte contre la corruption, elle va continuer des plus belles. On ne peut plus accepter ce que je vous ai dit là. Qu'on prenne les terres des pauvres pour donner aux riches. Qu'on prenne les terres à Bamako pour donner à des riches qui veulent spéculer pour venir prendre le pouvoir. Vous étiez là quand vous étiez Premier ministre. On a soulevé, on vous a fatigué avec cette histoire d'avion. Vous allez vous débattre comme un beau diable. Chaque fois que vous dites quelque chose, le lendemain on transforme et puis il y a autre chose. Et vous avez parlé de 9 milliards. On vient de trouver maintenant, 56 milliards ont été sortis des caisses de l'État. Pour un avion, qu'on nous a dit qu'il a été payé à 18 milliards, 19 milliards ou combien. Mais monsieur le Premier ministre, on ne peut pas laisser passer ces choses-là. C'est tout. Maintenant, ceux qui sont concernés vont faire beaucoup de bruit, mais ceux qui n'ont rien fait, ils n'auront aucun problème. Dans l'affaire des DEM, on a embarqué beaucoup de gens. Il y en a qui ont fait des délégations pour venir chez moi. Monsieur le Premier ministre, j'ai dit, vous êtes trompé d'interlocuteur et de porte d'entrée. Les affaires de la justice, les data là. Les affaires militaires, on fait le débat là où je dois donner mon avis, je donne. Je m'occupe des questions politiques. Tous ceux qui ont été inquiétés dans cette affaire, si la justice arrive à la conclusion qu'ils sont blancs comme neige, ils vont être libérés. Mais au début, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. C'est trop compliqué là-bas. Je suis convaincu que parmi tous les gens qui ont été arrêtés,
Bon, peut-être un jour viendra, il y en a qui vont être totalement blanchis. Mais tout de suite là, j'ai dit qu'en tout cas, moi, je ne fais pas partie de ceux qui partiront de ça. Des affaires d'énergie. Et la Comatex, des gens l'ont tué ici. Vous savez, un jour, on m'appelle une autorité que les gens veulent faire une manifestation, que parce que le premier est venu, il a fait une fausse promesse, il est parti. J'ai appelé ce responsable. J'ai dit, celui-là qui veut organiser les manifestations, appelle-le à le matin de bonne heure. Il faut lui dire qu'on sait celui qui l'a téléphoné de Bamako. Ce n'est pas pour les travailleurs, c'est pour déstabiliser le régime. Sinon, on est venu trouver qu'il n'y a rien, c'était un abandon. On a trouvé la solution. Le peu de temps qu'on fasse les ajustements, on va venir nous mettre la poudre encore sur la tête pour nous brûler la tête. Mais depuis qu'il l'a dit, il n'est plus sorti. Parce qu'il croyait qu'on ne le voyait pas. Déjà, ils ont eu leur argent, c'est fini. Le président y a mis un point d'honneur pour faire répartir la Comatex. Et MPP, les gens l'ont vendu, c'était mort. C'était la première grande usine en Afrique. Tous les chefs d'État, ceux qui sont un peu plus âgés, dans les années 90, quand quelqu'un vient ici, c'est là-bas que le président l'appelle pour visiter. Même si celui qui a eu l'initiative était en prison, on dit qu'il n'a rien fait. Celui qui est venu seulement être président ce mois, il le montre à ceux qui viennent à Bamako. Mais on l'a tué. Mais les membres de l'oligarchie qui étaient complices de ça, ils sont connus. Le président a tout fait pour le faire repartir. Les rails, vous êtes là. On est venu nous montrer un train avec les drapeaux du Mali à la veille des élections. Les gens ont voté, on n'a pas eu de train, on n'a pas eu de drapeau. Mais aujourd'hui, le président nous a dit qu'il faut que les rails marchent. Si les rails ne se lèvent pas, il n'aura pas d'espoir. On l'a mis en marche. Maintenant, il y a des considérations géostratégiques qui font que le train ne peut pas aller au port. Mais ça, c'est un autre débat. Mais nous savons pourquoi c'est fait. Mais les gens qui sont impliqués dans ces choses-là, s'ils viennent crier pour dire qu'on est en train de les poursuivre ici, mais il faut les laisser parler. En tout cas, ce que moi je sais, personne ne peut vous dire que Oubina Mogoka comme ça. Maintenant, Nika Kien Bibolo, tôt ou tard, vraiment, c'est ce que je voulais vous donner comme assurance. J'ai entendu dans plusieurs déclarations, je suis beaucoup les chefs de partis politiques. Le 7 janvier, je crois, vous avez fait une déclaration qu'on a interprétée dans la presse, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Bon, ça c'est votre analyse d'homme politique. En tout cas, nous, on est sur nos gardes. Les chemins que les Maliens ont inscrits dans leur constitution, à l'article 33 et l'article 34, l'article 33, c'est les 3 principes édictés, qui ne sont plus celles du président ou du Premier ministre, mais de la Constitution. L'article 35, 34, c'est pour interdire désormais à tout détenteur du pouvoir politique de l'utiliser à des fins personnelles. Ceux qui suivent ça, on est ensemble. Celui qui ne suit pas ça, il veut autre chose. La justice va s'en occuper. Pour le reste, on va rester vigilant. Parce que c'est un régime qui ne sera jamais laissé en paix. Beaucoup ont décidé d'en finir. Et ils travaillent à cela. Et l'embrouille, le bruit, le cafouillage qu'il y aura dans les élections, pour certains, c'est une aubaine. C'est pourquoi j'ai dit que votre position qui consiste à dire que vous voulez qu'on élise des autorités. Vous ne dites pas c'est dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines. Clarifiez, l'essentiel pour vous, c'est que ce qui sera décidé là soit partagé avec la majorité des Maliens qui doivent s'y reconnaître. Moi, je pense que c'est l'approche la plus pédagogique et la plus normale. Pour le reste, il n'y a aucune volonté de bloquer les choses. La seule volonté qui existe, que nous devons clairement affirmer, c'est de remettre le malade Mali debout. Les élections seules ne font pas une nation. Aucune de ces nations dont on parle n'a commencé sa reconstruction par des élections. Ils ont reconstruit les nations et parallèlement, je ne dis pas d'attendre de finir, parce que la nation d'une nation ne finit jamais. On fait des élections. Comment voulez-vous qu'une personne qui détourne 7 milliards au lieu d'acheter un équipement de tout genre, met les 7 milliards en poche, on ne le touche pas. On prend des ministres qui font des virements de 800 millions
d'une banque ici à l'extérieur. Ils restent dans le gouvernement. La campagne, ils viennent, ils prennent 1 milliard, ils vont corrompre les pauvres. Ils restent encore dirigeants. Mais ça, là, on ne peut plus l'accepter. Or, il y a beaucoup qui criaient élection, élection, dja au de vous boulot. Ceux qui crient élection parce qu'ils veulent des élections démocratiques, et eux là, ce n'est pas la même chose. Ils se disent seulement si ces gens-là durent là, ou bien briefini boneka. C'est tout. Sinon, on est conscient aujourd'hui qu'il faut préparer et aller aux élections pour sortir de cette impasse. Pour ne pas qu'on aille nous attendre au tournant alors que nous on veut aller tout droit. Parce que tous les adversaires du Mali, depuis qu'on a pris Kidal, vous allez remarquer, ils ne parlent plus. La CEDEAO a fait un sommet, elle n'en a pas parlé. Ceux qui disaient que le Premier ministre, le président, c'était des aventuriers, ils sont clivants, ils se sont tués. Ils disent même qu'ils vont aller nous féliciter. J'ai dit, on n'a pas besoin de félicitations. Nous, on n'a pas fait ça pour être félicités. Rejoignez le train du changement. Mettez vos connaissances, capacités au service de l'État malien. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que personne ne vienne me dire que tel était ADEMA, tel était RPM, tel était SINID, tel était MPR, tel était ASMA. Ça, c'est le passé. Maintenant, c'est le Mali. Cette leçon, je l'ai tirée d'une leçon du président. Vous savez, chez nous, on parle de 5 colonels, c'est un oubli même qu'il y a un Premier ministre. Ça, c'est pour vous rigoler un peu. Un jour, le président m'a dit, vous savez, les milliers de soldats qui meurent sur le terrain, s'ils n'avaient pas accepté de suivre le mouvement, les 5 colonels ne pourront rien faire à Bamako. Là, ça m'a piqué au vif. Parce qu'effectivement, le Mali, ce n'est pas les 5 colonels seulement. L'armée malienne, c'est tous les soldats. Le Mali, ce n'est pas les M5 seulement. Je l'ai dit aux gens du M5. Le Mali, c'est tous les Maliens. Même ceux qui étaient dans les anciens partis, qui ne comprenaient pas ou qui n'avaient pas les données ou qu'on a trompé, et qui décident aujourd'hui de changer le Mali, quelle que soit leur appartenance politique, c'est eux qui doivent reconstruire le Mali. Dans une union sacrée autour des autorités de la transition. Vraiment, c'est ça notre vision. Et je crois qu'il serait bien que vous continuiez. Il faut être obstiné. À un moment donné, certains ne vont pas vous comprendre. Quand tu as la vérité avec toi, il ne faut pas être trop versatile. Tôt ou tard, les gens vont revenir vers la vérité. Et quand les gens vont dire que vous changez de position chaque fois, ça apporte de l'argument à certains. Mais moi, je suis convaincu que quand un homme porte des idées, surtout un homme politique, il faut toujours le rencontrer, il faut discuter avec lui, il faut vous comprendre. Sinon, de notre point de vue, la transition n'a pas les problèmes aussi graves que vous pensez. La transition a des difficultés. Parce que le problème le plus grave, c'est d'avoir un État. La transition a fait qu'on a un État. Le plus grave, c'est qu'on a une armée. On a une armée. Le plus grave, c'est qu'on a une administration. On a une administration. Le plus grave, c'est qu'on ait une nouvelle organisation constitutionnelle de notre pays. Nous l'avons. Nous avons aujourd'hui dans une position où personne ne peut plus s'imposer à nous, sauf Dieu et le peuple malien. Maintenant, les difficultés de gestion ne peuvent pas être assimilées, selon nous, à des choses qui mettent en danger la transition. La transition doit avoir l'intelligence de les prendre en charge et les gérer, au risque de les voir transformés en problèmes politiques. Le problème des EDEM, par exemple, c'est un problème, on dirait que c'est technique, c'est les ingénieurs, les financiers. Mais si on ne fait pas attention, à terme, ça va devenir un problème politique. C'est ça notre vision des choses. Pour moi, aujourd'hui, la transition, pour l'essentiel, a accompli une bonne partie de sa mission historique. La mission suivante, c'est de conduire le pays à bon port, organiser des élections dans lesquelles la majorité des Maliens se reconnaissent et que l'histoire retienne que ceux qui ont dirigé cette transition, à un moment de l'histoire, ils ont rencontré toutes les difficultés. Ils n'ont pas été compris par certains. Mais à la fin, ils ont fait de leur mieux. Les autres vont venir prendre le bateau et continuer. Est-ce que c'est d'autres qui seront élus? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est certains ici? Ça, c'est une autre page de l'histoire. Mais pour l'instant,
mes portes vous êtes toujours ouvertes. Tant que vous voulez discuter et négocier, c'est votre droit. Si vous avez des idées derrière, c'est votre droit aussi. Un homme politique qui n'a pas des idées derrière, j'ai dit dès le début, ça veut dire que ce n'est pas un homme politique. Ça veut dire que vous êtes dans la prospective. Vous voulez donner l'idée des rassembleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a mieux de ça pour quelqu'un qui veut être candidat au présidentiel? Parce que pour l'instant, je crois que vous êtes le seul candidat annoncé. Les autres, là, certains font leur congrès. Après, on n'entend plus qu'il y a un candidat, on ne sait même pas pourquoi. Mais vous avez été désigné. Donc si aujourd'hui vous jouez aux rassembleurs, vous partez vers toutes les forces politiques, vous parlez avec les gens, bon, vos adversaires vont dire que vous faites le malin pour vous présenter, donner une bonne image, mais c'est votre droit, c'est ce que j'ai dit à certains. Quelqu'un qui veut être président, il doit vendre son image. Attends, il ne faut pas qu'il attende les élections. Comme chez nous au Mali, il y a certains qui sont dans leur bureau climatisé. À la veille des élections, ils rentrent dans des 4x4, ils disent qu'ils vont voir la situation intérieure du pays. Mais vous avez fait 5 ans dans votre bureau climatisé. Maintenant, 10 jours des élections, vous allez dire, mais quelqu'un qui se lève, il dit, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord. Il fait la confrontation avec le pouvoir, il accepte. Mais le moment venu, je pense qu'on peut lui faire beaucoup de reproches. Il va dire qu'il n'a pas été compris. À un moment donné, mais à un moment donné, on a compris. Et tous les grands hommes politiques, là, ils ont été des incompris à un moment donné de l'histoire. J'ai sorti récemment, je termine par là, une lettre que ma femme m'a écrite pendant la conférence nationale de 1992. Quelqu'un m'a menacé de mort là-bas. Le soir, quand je l'ai raconté, le lendemain, il m'envoie une lettre. À la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu sais, tu vas rester longtemps incompris. Mais si tu es convaincu, reste sur ta ligne. Moi, je ne suis pas sur la même ligne que toi, mais ne change pas. C'est ça ta vision. Donc ta position, les gens vont la critiquer, il y en a qui vont vilipender, ils vont te faire la risée, ils vont sortir tes contradictions, et reste sur tes positions. Ton interlocuteur le plus sûr, c'est la vérité et le peuple malien. Sinon, tous les autres vont chercher à vous utiliser. Les amis, les ennemis, ceux qui ne comprennent rien, restez sur votre ligne. Voilà le sens que je donne à cette rencontre, qui me paraît éminemment importante, qui est différente de ceux qui viennent avec des revendications politiques pour partir. Ça, c'est de l'avenir du Mali qu'on a parlé. Et j'ai tenu à être long et franc, pour qu'à travers vous, tous comprennent comment nous réfléchissons. Qu'est-ce qu'on veut construire? D'autres élections, postes de responsabilité, partage du pouvoir, et gouvernement d'union nationale, ceci, on n'est plus dans ça. Et je crois que vous avez mis les points sur les idées, le départ. Vous venez avec des idées pour l'avenir du Mali. Et restez sur cette ligne, monsieur le Premier ministre. Ceux qui veulent vont vous écouter. D'autres ne vont pas vous écouter. On va vous accuser de ceci, de cela. Restez sur votre ligne. Ma conviction, c'est la vérité qui paie. Je ne peux pas vous dire que vous aurez raison ou non. Actuellement, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Mais il y a l'avantage qu'il y a une base de discussion. Et cette discussion-là ne peut jamais se transformer en antagonisme avec moi. Parce que c'est à travers ça qu'on s'enrichit. Tant qu'on n'a pas ça en tête, là, vous allez rentrer dans l'impasse. Merci, monsieur le Premier ministre. C'est ce que je voulais vous dire avant de lever la